qui n'a jamais vu ces lézardes un peu inquiétantes apparaître sur une façade? Surtout après un été bien sec. Ah oui, on se demande ce qui se passe sous nos quais et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'assurance va couvrir ça? C'est la grande question, ouais. Bah justement, c'est le cœur de notre exploration aujourd'hui. On va regarder ça de près, ce phénomène des fissures liées à la sécheresse, et essayer de comprendre le parcours, qui est souvent un peu compliqué, pour obtenir une indemnisation correcte. Tout à fait. Un parcours parfois semé d'embûches. Alors pour ça, on s'appuie sur un dossier assez complet qui nous vient du cabinet d'expertise en bâtiment AEB 360. Dedans, il y a des guides, des analyses techniques, bref, de quoi y voir un peu plus clair sur ces sinistres catastrophes naturelles. Oui, c'est un sujet spécifique. L'objectif, donc, comprendre d'où viennent ces fissures, quelles sont les étapes clés pour les propriétaires qui sont touchés, et puis surtout, quel est le rôle de l'expertise indépendante, parce qu'apparemment, c'est crucial. Absolument essentiel, oui. Bon, alors c'est parti, on décortique tout ça. Commençons par le début. Ces fissures, parfois elles sont en forme d'escalier, on les voit sur les façades, même à l'intérieur. C'est quoi l'explication technique derrière tout ça? Alors, le mécanisme principal, c'est ce qu'on appelle le retrait-gonflement des argiles, le RGA. RGA, d'accord. Voilà. Faut imaginer les sols qui contiennent de l'argile, un peu comme une éponge. Quand il pleut beaucoup, l'argile absorbe l'eau, elle gonfle, elle prend du volume. D'accord. Et à l'inverse, pendant une sécheresse, une vraie sécheresse longue et intense, l'eau s'évapore du sol. L'argile perd son humidité et là, elle se rétracte. Elle perd du volume, elle se tasse. Ah, je vois. Mais le gros problème, c'est que ce tassement, il n'est jamais parfaitement uniforme sous toute la surface de la maison. Ça bouge plus à un endroit qu'à un autre. C'est ça le tassement différentiel. Exactement, c'est ça, le tassement différentiel. Et ces mouvements inégaux, ça crée des tensions énormes dans la structure du bâtiment, dans les murs, les fondations. Et ça craque. Et ça finit par craquer. Les fissures, c'est la manifestation visible de ces tensions. Et c'est pas un petit problème isolé, si j'en crois les chiffres des documents. On parle de plus de 10 millions de maisons qui seraient concernées en France. Oui, oui, potentiellement concernés. C'est énorme. Et presque la moitié du territoire français exposé à un risque moyen ou fort. Il y a même des zones citées comme la Dombes, la plaine de l'Ain, à cause des sols très argileux, j'imagine. C'est tout à fait ça. Ce sont des zones connues pour ce phénomène. C'est une vraie problématique nationale et qui risque de s'accentuer d'ailleurs. Ce qui nous amène directement à la question de l'indemnisation. Quand ça arrive, ces fissures, après une sécheresse, on entend souvent parler de catastrophe naturelle ou CatNat. Comment ça fonctionne ce système pour le propriétaire? Alors, c'est une procédure administrative bien particulière. La première chose pour le propriétaire, c'est de constater les dégâts et de les signaler à sa mairie. Très important. D'accord, la mairie d'abord. Oui. Ensuite, c'est la commune elle-même qui doit monter un dossier et demander à la préfecture la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour sécheresse sur son territoire. Donc ça dépend de la commune. Ça dépend de la démarche de la commune, oui. Puis, il y a une commission interministérielle qui examine ces demandes. Elle va regarder les critères objectifs, notamment les données de Météo France, pour déterminer si la sécheresse a bien eu un caractère anormal pour la période et la zone concernée. Anormale, c'est-à-dire plus intense ou plus longue que d'habitude? C'est ça, par rapport à des moyennes statistiques sur plusieurs années. Et si la commission donne son feu vert, alors là, l'étape décisive, c'est la publication d'un arrêté interministériel au journal officiel. Ah, voilà l'arrêté. C'est ça le document clé. C'est le sésame, exactement. Sans cet arrêté publié au journal officiel, impossible de faire jouer la garantie catastrophe naturelle de son assurance habitation pour la sécheresse. Et il dit quoi cet arrêté? Il liste très précisément les communes qui sont reconnues en état de catastrophe naturelle, pour quel phénomène exact, souvent c'est formulé comme mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, et surtout pour quelle période précise les dommages doivent être apparus. Donc, la toute première chose à faire quand on voit des fissures, c'est vérifier sur Légifrance si sa commune est dans un arrêté, pour la bonne période. Absolument. C'est le prérequis numéro 1. Vérifier le nom de sa commune, le type de risque couvert, sécheresse et les dates. D'accord. Et une fois qu'on a cette confirmation, qu'on est bien dans un arrêté, les sources insistent énormément sur les délais. Et elles ont raison. C'est un point critique. À partir du lendemain de la parution de l'arrêté au journal officiel, le propriétaire a un délai très strict. 30 jours calendaires. 30 jours seulement, week-end compris. Oui, calendaire, donc tout compris. 30 jours pour déclarer le sinistre à son assureur. Et attention, c'est un délai dit de forclusion.
forclusion, ça veut dire que si on dépasse... Si on dépasse, même d'un jour, l'assureur peut refuser la prise en charge au titre de la garantie CatNat sécheresse. C'est pourquoi il est très fortement conseillé d'envoyer ces déclarations en lettres recommandées avec accusé de réception, pour avoir une preuve de la date. Waouh, 30 jours. Faut être réactif. Si on est absent ou si on n'est pas au courant de la parution de l'arrêté, on peut tout perdre. C'est un peu dur comme système, non? C'est strict, oui. Il n'y a pas de marge. D'où l'importance de surveiller ça de près, dès qu'on suspecte un lien avec la sécheresse. Et il y a un troisième point tout aussi important mentionné dans les documents. Oui? C'est de préserver les preuves. Il ne faut surtout pas commencer à reboucher les fissures, à repeindre, avant que l'expert de l'assurance ne soit passé. Ah oui, ne rien toucher. Exactement. Il faut laisser les dégâts en l'état pour qu'il puisse faire ses constatations. Les seules interventions admises, ce sont les mesures conservatoires urgentes. Si un mur menace de s'effondrer, bien sûr, on étaie. Mais pas de réparation esthétique. D'accord. Donc, on trouve l'arrêté, on déclare dans les 30 jours en recommandé, on ne répare rien. On pourrait croire que c'est bon là, hein. Mais les documents d'AEB 360 insistent vraiment sur la nécessité de monter un dossier solide, un dossier en béton. Pourquoi tant d'insistance si la procédure a l'air cadrée? C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Vous touchez au cœur du problème. La procédure administrative pour déclencher la garantie est cadrée, oui. Mais l'évaluation des dégâts et le montant de l'indemnisation qui sera proposé par l'assurance, ça, c'est une autre histoire. C'est là que ça se corse très souvent. 1. Préparer un dossier solide, ce n'est pas juste pour la forme. C'est se donner les armes pour négocier et défendre ses droits face à l'assureur et à son expert. Justement, l'expert de l'assurance. Les documents font une distinction très nette entre lui et l'expert que le sinistré peut choisir, l'expert d'assuré. Il y a même une analogie qui m'a marquée. L'expert de votre assurance, c'est comme l'avocat de la partie adverse. Irions-nous à un procès sans notre propre avocat? C'est assez parlant. C'est une image forte, mais elle reflète bien la réalité d'un conflit d'intérêts qui est structurel. L'expert qui est envoyé par votre compagnie d'assurance, eh bien, il est payé par elle. Logique. Sa mission première, même si elle est présentée comme neutre, c'est de défendre les intérêts financiers de celui qui le mandate, c'est-à-dire l'assureur. Il n'est pas là pour maximiser l'indemnisation du propriétaire. Et concrètement, ça se manifeste comment pendant l'expertise? Quelles sont les techniques pour minimiser, disons? Les sources décrivent plusieurs stratégies assez classiques. Une très fréquente, c'est l'application de la vétusté. On va vous appliquer un pourcentage de vétusté parfois très important, 30, 40, même 60%. Sur quoi? Sur les peintures, je comprends, mais Justement. on l'applique souvent aussi sur des éléments structurels, comme les fondations, la maçonnerie, des choses qui sont faites pour durer des décennies, voire plus. Appliquer 50% de vétusté sur des travaux de fondation qui coûtent, disons, 50 000 euros, ça réduit l'indemnité de 25 000 euros d'un coup. Ah oui, quand même. Une autre méthode, c'est de chercher d'autres causes possibles aux fissures, pour dire que la sécheresse n'est pas la seule responsable, ou pas la cause principale. Par exemple? On va évoquer une vieille fuite sur une canalisation enterrée près de la maison, un petit défaut dans la construction d'origine, la présence d'arbres un peu trop proches dont les racines auraient joué un rôle, un manque d'entretien de la part du propriétaire. Tout est bon pour essayer de diluer la responsabilité de la sécheresse couverte par l'arrêté CatNat. D'accord, essayer de partager la faute en quelque sorte? C'est un peu ça. Et puis, il y a peut-être le plus grave sur le long terme. L'expert de l'assurance va souvent préconiser des réparations que l'on peut qualifier de superficielles, voire cosmétiques. C'est-à-dire? On va proposer d'agrafer les fissures, de mettre quelques points de résine, de refaire les enduits. Des travaux qui coûtent relativement peu cher, quelques milliers d'euros, mais ça ne règle absolument pas le problème de fond. Le sol qui continue de bouger sous la maison. C'est du cache-misère en fait. C'est exactement ça. On refuse de financer les solutions qui sont réellement adaptées et pérennes, comme la reprise en sous-œuvre par micropieux, par exemple, parce que ça coûte beaucoup plus cher. Les micropieux, c'est quoi exactement? Ce sont des sortes de pieux, de fondations profondes, qu'on va forer à travers les couches de sol instables en surface pour aller chercher un sol dur et stable plus en profondeur. La maison est alors comme posée sur ces pieux et elle ne subit plus les mouvements du sol de surface. D'accord, ça a l'air efficace. Mais cher, si l'expert de l'assurance l'évite. Oui, c'est une technique coûteuse, c'est vrai. Les documents parlent de 300 à 800 euros par mètre linéaire de pieux. Pour une maison, ça peut vite représenter des dizaines de milliers d'euros. On comprend mieux l'enjeu financier et pourquoi l'assureur rechigne. Alors, face à tout ça, quelle est la solution pour le propriétaire?
C'est là qu'intervient cet expert d'assuré. C'est exactement là qu'il intervient. L'expert d'assuré ou expert indépendant, lui, il est choisi et payé par le propriétaire sinistré. Son unique mission, c'est de défendre les intérêts de son client. Son propre avocat, pour reprendre l'analogie. C'est ça. Son but, c'est d'obtenir une indemnisation qui soit juste et complète. C'est-à-dire une indemnisation qui permette de réaliser les bonnes réparations, celles qui vont vraiment stabiliser la maison pour de bon. Et comment il travaille, lui, différemment de l'autre expert? Sa démarche est complètement inverse. D'abord, il va s'attacher à prouver de manière technique, solide, que c'est bien la sécheresse catnate qui est la cause déterminante des fissures, pas juste une cause parmi d'autres. Comment il prouve ça? Il s'appuie par des analyses techniques poussées. Souvent, ça demande une étude de sol spécifique, une étude géotechnique qu'on appelle G5. Elle va analyser la nature du sol en profondeur, confirmer qu'il est bien sensible au retrait-gonflement et établir le lien direct avec les désordres constatés. Et ça a un coût, j'imagine, cette étude G5? Oui, les sources mentionnent entre 800 et 2000 euros environ. C'est un investissement, c'est sûr, mais c'est souvent indispensable pour objectiver le débat face à l'assurance, pour amener des preuves techniques indiscutables. D'accord. Et une fois qu'il a prouvé la cause? Eh bien, sur la base de ce diagnostic technique solide, il va préconiser les solutions de réparation qui sont vraiment adaptées et durables. Si l'étude montre que le sol boule, il recommandera probablement ces fameux micropieux, ou une autre technique de reprise en sous-œuvre équivalente. Il va justifier techniquement pourquoi c'est nécessaire, pourquoi un simple agrafage ne suffira pas. Donc, il ne se contente pas de constater, il propose une solution technique et la justifie. Tout à fait. Et ensuite, il chiffre, mais il chiffre tout. L'étude de sol elle-même, si elle a été nécessaire. Les travaux de reprise en sous-œuvre, bien sûr, mais aussi toutes les conséquences. La maçonnerie à refaire, les enduits, les peintures, les carrelages qui ont pu être abîmés par les travaux ou les fissures. Plus la TVA. Il établit un devis complet et argumenté. Il monte un contre-dossier, en fait. Exactement. Un dossier technique et financier très solide qui va servir de base pour la négociation avec l'expert de l'assurance lors de la réunion d'expertise contradictoire. Et si jamais aucun accord amiable n'est trouvé, ce dossier sera la base pour une éventuelle procédure judiciaire. Les documents donnent un exemple chiffré assez frappant pour illustrer ça. Pour une même maison, l'assurance propose au départ 15 000 euros basés sur le rapport de son expert, donc réparation de surface, forte vétusté, Oui. et la contre-expertise de l'expert d'assuré, après étude de sol G5, conclut qu'il faut des micropieux et chiffre le tout à 85 000 euros en contestant la vétusté. C'est ça. L'écart est de 70 000 euros. Ça montre bien l'enjeu et pourquoi c'est important d'être bien accompagné. Cet exemple, même s'il est fictif, comme indiqué, il est basé sur des cas réels. Il illustre parfaitement l'enjeu. Il ne s'agit pas d'essayer de gonfler la facture, mais bien d'obtenir les moyens nécessaires pour réparer correctement et durablement. C'est toute la différence. Et comme nos sources aujourd'hui viennent du cabinet AEB 360, on peut peut-être dire juste un mot sur eux, pour savoir qui parle, en quelque sorte, d'après les infos qu'on a. Oui, alors, d'après les documents, AEB 360 se présente comme un cabinet d'expertise d'assurés indépendants. Ils sont basés en Auvergne-Rhône-Alpes, surtout dans l'Ain, le Rhône, l'Isère. Le cabinet a été cofondé par Philippe Delaine, qui a une longue expérience dans le bâtiment et une formation spécifique en expertise. D'accord. Ils insistent beaucoup sur leur indépendance par rapport aux assurances. Sur leur rigueur technique, ils disent suivre une norme AFNOR spécifique et sur le rôle d'accompagnement des sinistrés. Ils précisent aussi qu'ils peuvent intervenir même si l'expert de l'assurance est déjà passé pour faire une contre-expertise. Et ils ne font pas que la sécheresse, mais aussi l'humidité, les malfaçons, etc. Ok, très clair. Alors, si on essaie de résumer tout ce qu'on s'est dit, le risque lié à l'argile qui gonfle et se rétracte, c'est bien réel pour de nombreuses maisons en France. Oui, c'est un fait. La procédure d'indemnisation CatNat sécheresse existe, mais elle est très encadrée. Il faut cet arrêté officiel et surtout, il y a ce délai hyper strict de 30 jours pour déclarer. Des points à ne surtout pas rater. Mais le point vraiment crucial, si j'ai bien compris, c'est que même avec l'arrêté et la déclaration dans les temps, l'indemnisation n'est pas gagnée d'avance. Face aux assureurs et à leurs experts, il faut souvent batailler pour obtenir une somme qui couvre vraiment les bons travaux. C'est malheureusement souvent le cas. D'où l'importance d'avoir un dossier technique et financier très solide. Et c'est là que l'aide d'un expert indépendant, un expert d'assuré, peut faire toute la différence. C'est bien ça, hein. C'est exactement ça. L'objectif, il faut vraiment le garder en tête, ce n'est pas juste d'avoir une indemnisation. C'est d'obtenir les moyens financiers pour faire réaliser des réparations pérennes. Celles qui vont réellement stabiliser la maison, sécuriser la structure et préserver la valeur du bien sur le long terme.
Pas juste un pansement sur une jambe de bois. Voilà. Les solutions cosmétiques, ça ne règle rien. Le problème reviendra à la prochaine sécheresse, et peut-être même en s'aggravant. Pour finir, il y a une réflexion dans les documents qui interpelle. Il suggère que moins de la moitié des sinistrés arriveraient à obtenir une indemnisation suffisante pour couvrir ces réparations adéquates et pérennes. Moins de la moitié. C'est un constat préoccupant, oui. Alors, ça amène une question plus large, surtout si on pense au changement climatique et à des sécheresses potentiellement plus fréquentes ou intenses à l'avenir. Au-delà de savoir comment mieux indemniser après le sinistre, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi réfléchir beaucoup plus à l'adaptation avant? Peut-être revoir les normes de construction dans les zones argileuses. Mieux prendre en compte ce risque dans l'aménagement du territoire. C'est une excellente question. La prévention et l'adaptation sont certainement des pistes d'avenir essentielles, en complément de l'indemnisation. Une vaste question, qui mériterait sans doute une autre discussion. En tout cas, merci pour cet éclairage très complet. Avec plaisir.